Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de faire un best-of sur la littérature des épidémies en 2016-2017. Donc, tout est question de choix. Donc, j'ai forcément fait un choix restreint qui va vous frustrer, mais vous aurez les diapositives pour récupérer les références. Et j'ai choisi de faire un panel d'épidémies causées par des bactéries à la fois saprophytes, également commensales, un case report sur des rhinovirus en pédiatrie qui vont me permettre finalement de parler d'environnement, de filières intensives adultes ou pédiatriques. Je parlerai de l'épidémie mondiale à Mycobacterium chimarae qui a été évoquée sûrement dans la session épidémie cet après-midi. Et puis un papier sur la revue de la littérature des modélisations pour la détection des épidémies hospitalières. Donc un premier papier anglais sur la politique de surveillance et de traitement des points d'eau en Angleterre, qui recommande de faire des prélèvements tous les 6 mois dans les unités de soins intensifs. Pour l'unité qui nous concerne, ils font cette politique tous les 6 mois et ils ont jusqu'à 102 jours de contamination après avoir désinfecté un robinet. Et lorsqu'ils font des enquêtes de prévalence, ils ont jusqu'à 50% des robinets qui, à un moment donné, peuvent être positifs à Pseudomonas aeruginosa. Donc, ils évoquent la difficulté de monitorer ce mode de transmission en permanence entre les prélèvements cliniques des patients et ce monitoring qui est fait deux fois par an, avec parfois des transmissions qui sont intermittentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'un robinet soit positif et que le patient dans une chambre, lui, ne présente pas de prélèvement clinique positif. Donc, ce qu'ils ont fait pour le mesurer sur une période de 4 mois, c'est qu'ils ont surveillé en continu 5 patients avec prélèvement de plaies positifs à Pseudomonas aeruginosa hospitalisés dans une chambre de brûlée, dans une même réanimation chirurgicale, avec l'analyse des points d'eau et des comparaisons des souches. Donc vous avez ici les 5 patients, donc les patients 1 jusqu'au patient 5. Les petits carrés qui sont rouges sont l'admission du patient et la sortie du patient, et le petit carré vert, c'est le premier prélèvement clinique positif à Pseudomonas aeruginosa. Et vous avez ici sous l'axe des abscisses, finalement, les prélèvements qui sont faits au niveau de l'eau du robinet, un prélèvement qui est réalisé 2 heures avant l'utilisation du robinet, avant que le patient rentre dans la chambre, et un prélèvement qui est fait 2 minutes après avoir fait couler le robinet. Et ce qu'ils observent finalement, c'est lorsqu'on compare les souches en biologie moléculaire, c'est qu'il y a une similitude finalement entre les souches d'environnement et les souches des patients 2 à 5, pas pour le premier patient. Donc voilà, donc ce qu'ils ont fini par faire, c'est par filtrer le point de cette chambre. Donc nous, c'est ce qu'on a fait à Nantes depuis des années pour finalement se décharger de cette surveillance, cette difficulté finalement de mettre en liaison des prélèvements d'environnement positifs et des prélèvements cliniques positifs. Dans cette chambre, il y avait une douche, mais qui était filtrée effectivement et qui a été prélevée 2 fois dans la période et qui était chaque fois bien évidemment négative. Un papier maintenant canadien sur la plus large épidémie d'infection à Cyanobacter baumannii dans l'ensemble du Canada. Ils avaient recensé une épidémie à Toronto en 2000. Cette épidémie, vous la voyez ici, c'est 29 cas, dont 28 sont prouvés et 1 est probable. Et probablement ce qui les a marqués, c'est ici, vous le voyez en sombre, 5 cas de bactériémie avec 5 décès. L'alerte a été donnée en novembre 2013, donc bien avant le premier cas de l'épidémie, alors qu'un patient a été découvert colonisé par un abri qui produisait une carbapénémase, et l'ensemble des souches finalement de manière rétrospective, quand ils les ont comparées, sont identiques. C'est une même souche épidémique qui exprimait une oxacillinase 51. Donc ils ont fait évoluer la politique de dépistage à partir de 2013, c'est ce qu'on a tous lorsqu'on a des épidémies en soins intensifs dans nos établissements. C'est qu'on ne sait jamais quel site il faut prélever pour dépister la Cyanobacter baumannii chez un patient, et quel site anatomique supplémentaire finalement va rajouter combien de pourcentage et de sensibilité par rapport à la positivité des patients. Donc au départ, ils ont fait le rectum, toute plaie quelle qu'elle soit, et le site d'insertion d'un dispositif invasif. Et puis ils ont rajouté finalement au moment du pic épidémique l'aine, le nez, la cavité buccale et les urines, pour finalement abandonner, c'est là où j'ai mis les petits astérix, l'aine et le nez qui finalement n'étaient pas assez rentables. Ils ont fait évoluer aussi leur politique de dépistage, puisqu'à partir de cette période 2013 où on voit que le pic épidémique monte, ils se sont mis finalement à dépister les patients en contact, non pas seulement le patient dans la même chambre, mais en fait les patients dans le même service.
Donc il résume en fait la rentabilité quelque part des différents prélèvements par rapport à l'ensemble des patients qui sont prélevés, et il montre effectivement, souvent c'est ce qu'on fait, le dépistage au moins rectal des patients à la recherche d'Acinetobacter baumannii, mais finalement c'est un petit peu plus d'1 sur 2, mais c'est pas tellement rentable. Alors, les mesures de contrôle qu'ils ont mis en place pour maîtriser cette épidémie, c'est la création d'une zone cohortée avec du personnel dédié, c'est de décontaminer l'environnement et de transférer les patients positifs par le dépistage dans la cohorte, c'est la formation du personnel, donc on retrouve finalement les stratégies que l'on connaît en France, c'est d'utiliser du matériel dédié à usage unique et c'est de faire une toilette quotidienne par des lingettes pré-imprégnées de chlorhexidine à 2%, qui pour eux, une des mesures majeures qui a permis de maîtriser l'épidémie. Donc là, sur ce graphe-là qui est assez intéressant, c'est un peu un graphe comme un coefficient de reproductibilité. Ils ont essayé de montrer en fait comment l'épidémie a diffusé dans l'établissement. Alors vous avez finalement les pulsovars par les couleurs. Vous avez le type de service par la forme finalement de l'objet. Et vous avez ici les résistances, parce qu'ils ont montré qu'au cours de l'épidémie, les premières souches finalement étaient sensibles à la colistine, et au fur et à mesure de l'épidémie, alors qu'ils n'ont pas utilisé de colistine pour traiter les patients, parce que c'était une épidémie de colonisation, les souches, c'est les cercles qui sont ici entourés de gras, sont devenus résistantes à la colistine. Donc ils discutent leur épidémie, c'est qu'ils ont un taux de décès très fort chez les patients bactériémiques, qui avaient tous reçu des antibiotiques dans les 15 jours qui précédaient la bactériémie, et ils avaient des pathologies qui les rendaient mieux déprimés, comme les hémopathies. Ils ont vu l'augmentation de la résistance à la colistine. Ce qu'ils ont montré par ce schéma, et ce qui leur semblait un des facteurs importants, c'est le rôle du contact dans les unités sans pouvoir expliquer la transmission intra-unité. Ils ont montré qu'à chaque fois qu'il y avait un cas secondaire nouveau, il avait séjourné comme contact d'un patient connu porteur. Ça a été impossible pour eux d'imputer le succès à une seule mesure. Et ce qu'ils disent, c'est que par rapport au tableau que je vous ai montré dans la diapositive précédente, c'est que c'est important de screener plusieurs sites par rapport à d'autres germes pour lesquels on met ce type de mesure quand on a des situations épidémiques, et en particulier les EPC, où finalement, pour savoir si quelqu'un est porteur, on fait qu'un seul écouvillon au niveau du rectum. Alors, il y a des faiblesses dans ce papier, si vous le lisez, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prélèvement d'environnement, donc c'est compliqué. Finalement, on sait très bien que pour en particulier ce germe-là, il y a un rôle de l'environnement dans les filières intensives, puisque dès qu'on sort des filières intensives, les patients se décolonisent assez facilement, et ils n'ont pas tellement d'explications, parce qu'ils disent que c'est une étude prospective et qu'ils ont suivi les patients en prospectif, alors que l'alerte a été donnée en novembre 2013 et qu'ils ont analysé les souches en rétrospectif. Donc là, c'est simplement un papier sur une épidémie en Belgique. 2 hôpitaux, alors c'est pas 2 hôpitaux en fait, c'est 2 unités qui sont proches en pédiatrie dans un même complexe, on va dire, hospitalo-universitaire. C'est une souche de staph doré métiès, mais qui a une toxine exfoliative de type A et qu'ils ont typé comme le A+, SPA type T209. Et en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont 2 épidémies qui démarrent. Alors, ils ont comparé cette souche-là par rapport à la base nationale de Belgique, et ce type de souche de staph doré, en fait, c'est moins de 1% de l'ensemble de la base de données qu'ils ont pu finalement comparer. Et ils ont une première épidémie qui est l'outbreak A, en fait, dans un des 2 sites, où ils ont 13 patients finalement avec une transmission d'une souche unique, et la politique de décolonisation des enfants par des lingettes finalement permet de maîtriser l'épidémie ici en fin d'année 2011. Et puis au moment où dans l'autre unité de réanimation pédiatrique, ils observent un nouveau départ de l'épidémie, ils sont persuadés que c'est la même souche et que les 2 épidémies sont liées, il y a l'épidémie qui repart dans le site A. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par le Whole Genome Sequencing, ils ont fait une analyse très poussée, je serais incapable de vous expliquer le graphe qui est là, mais en tous les cas, vous avez ici l'épidémie dans le site Erasme, ici dans le site B, et ils arrivent à montrer que finalement, les 2 épidémies qui surviennent au même moment, qui repartent dans un des services où ils sont persuadés que c'est la même souche, en fait, c'est 2 souches complètement différentes, et les 2 épidémies sont indépendantes. Un papier sur assez de review dans JHI sur une synthèse de la littérature sur l'ensemble des papiers qui ont finalement relaté des épidémies à EPC. Et donc ils ont reviewé
98 papiers et ils ont décrit en particulier 7 papiers pour lesquels il y avait vraiment de la comparaison sur des interventions différentes et pour essayer de montrer finalement l'impact de certaines mesures. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent des tableaux où il y a les 98 papiers, donc là c'est assez synthétique et complet, où vous avez finalement l'année de publication, vous avez le pays, vous avez le type de filière de soins, vous avez la caractérisation de la souche épidémique, vous avez une brève description de l'épidémie et vous avez finalement une hypothèse sur la source de contamination. C'est un petit peu un tableau comme le fait Petra Gazmayer sur son site Outbreak Database si vous le connaissez. Ils font un deuxième type de tableau où là ils décrivent en fait les mesures et ils disent en fonction des auteurs, donc les 98 papiers, ils donnent vraiment l'application ou non d'un certain type de mesures que vous connaissez lorsqu'on a une épidémie maîtrisée ou pas. Et ils essaient d'expliquer si les mesures de contrôle ont été efficaces ou pas. Ensuite, sur les 7 papiers dont je vous ai parlé, dont il y a de la comparaison, pour être sûr de pouvoir bien inclure des papiers qui soient capables de dire si telle mesure a été vraiment efficace dans le contrôle de l'épidémie, ils ont utilisé une grille que je connaissais pas, qui s'appelle Newcastle Ottawa Risk of Bias Assessment, où en fait ils ont certains critères que vous voyez là, et ils arrivent finalement à juger de la comparabilité des papiers. Et à ce moment-là, ils reprennent ces 7 papiers qui redécrivent dans un tableau, et ils essayent de regarder finalement quel est le critère de jugement. Souvent c'est le taux d'incidence, et ils regardent finalement dans les deux groupes, puisque finalement c'est vraiment des études interventionnelles avec 2 stratégies. Ils essaient de montrer l'efficacité d'une stratégie par rapport à l'autre. Alors, la synthèse de ce papier, c'est qu'il dit que les épidémies de PC, on s'en est aperçu, sont fréquentes, qu'elles surviennent dans de nombreuses unités de soins avec une fréquence plus importante en USI, mais pas seulement, que la source de l'épidémie est souvent non identifiée, en tout cas, elle n'est pas claire par les auteurs. Sur les 98 papiers initiaux, il y en a quand même 7 qui relatent une contamination de dispositifs médicaux, y compris les duodénoscopes. Il y a quelques papiers qui l'ont montré en Europe, et ça a été évoqué ce matin dans une communication orale nantaise. 4 épidémies dont l'origine et le réservoir sont environnementaux, et en particulier la gestion des siphons qui est problématique. Il y a 30% des épidémies qui ont seulement des prélèvements d'environnement ou des dépistages de personnel. On peut se poser la question quand des épidémies échappent au premier cercle des mesures. Et finalement, tous ces contrôles d'épidémies, c'est des approches multimodales. Et ce qu'ils disent finalement, c'est que les succès en général sont assez fréquents, et ce qui est quelque part rassurant. Alors sur les 7 épidémies avec analyse de l'impact des mesures, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y en a que 3 sur 7 finalement qui associent en même temps des mesures d'hygiène, une politique vraiment de raisonnement de l'usage des antibiotiques. Est-ce qu'en même temps qu'on met des mesures d'hygiène pour maîtriser une épidémie, on met en place une politique de restriction ou au moins de bon usage des antibiotiques dans les services qui sont touchés. La plupart de ces études-là, pour finir les épidémies, ont mis en place du cohorting avec du personnel dédié. Aucune fermeture de service, ce qui veut dire qu'on peut maîtriser une épidémie sans fermer des lits, et que finalement il y avait peu d'études qui associaient une analyse de l'observance des différentes mesures, notamment l'hygiène des mains, le port de gants ou de surblouse, mais celles qui l'ont fait relatent en fait comme facteur favorisant la diffusion de la souche épidémique, en fait des taux d'observance faibles qui peuvent expliquer finalement pourquoi l'épidémie a diffusé. Et donc ce qu'ils expliquent en conclusion, ça c'est le message final, que finalement il faudrait utiliser des grilles communes, car lorsqu'ils comparent des études européennes, américaines, souvent le mot comme isolation mesure, barrière précaution sont des mots qui expliquent mal en fait les mesures qui ont été réellement faites. Donc je vois que le temps est passé. Donc quelques diapositives donc finalement sur l'épidémie à Mycobacterium dont vous avez entendu parler. Il y a eu pas mal de sessions à l'ECMID sur ça. Donc un papier de CID en 2016 qui relate finalement 18 cas qui ont pu décrire finalement la mortalité associée, à peu près 50%, le fait que souvent ce sont des patients de chirurgie cardiaque qui ont bénéficié d'un dispositif invasif comme des valves, et que la plupart du temps finalement le type d'infection profonde ce sont des endocardites. Donc vous avez là une évolution finalement du nombre de cas, c'est les petits points bleus, les petits points rouges qui sont survenus finalement en Angleterre. Donc dans ce papier, il montre finalement cette courbe qui montre finalement l'aérosolisation des souches responsables des infections par ces photos que vous voyez ici. Là, il y a des petites fuites, et qu'en fait que finalement, lorsque on met en marche le réseau d'eau, il y a une aérosolisation qui passe par ces fentes-là, alors que finalement, si on bouche
on scotche ces réseaux-là, on retrouve finalement l'absence d'aérosolisation au même titre que lorsque le réseau d'eau ne marche pas. Et en fait, quand ils comparent les souches, ils s'aperçoivent que les souches des patients qui ont été évoquées dans le tableau précédent et les souches qu'ils retrouvent dans l'environnement, notamment sur des modèles de chez Sorin, sont des souches qui sont identiques. Et puis, ici, un papier de l'équipe de Sachs dans Emerging Infectious Disease qui explique ici le circuit d'eau froide, le circuit d'eau chaude et puis le sang du patient. Que finalement, alors c'est un film vidéo, là ce sont des photos, donc on le voit un petit peu moins. C'est qu'effectivement, quand vous mettez le générateur vraiment vers l'arrière, vers le fond, en fait, l'aérosol, vous ne voyez pas. Je ne sais pas si vous voyez la différence sur l'écran, mais dès lors que le positionnement du générateur est dans ce sens-là, ça génère une aérosolisation. Et donc finalement, les deux questions qu'ils posent à la fin de leur papier, c'est pourquoi finalement quand on a une CTA avec un traitement d'air, ça ne maîtrise pas cette aérosolisation. Et puis deuxièmement, c'est qu'il faut absolument séparer, donc ce qui pose un problème d'architecture dans les blocs opératoires, il faut séparer ces générateurs de la salle d'intervention. Et donc finalement, un troisième et dernier papier, j'en finirai par là, c'est que finalement, lorsqu'on compare des souches, et donc cette équipe-là récemment a comparé des souches à la fois d'Irlande, d'Angleterre et des USA, finalement ce sont les mêmes souches et qu'on a peut-être affaire à une épidémie mondiale qui aurait pour origine la même contamination environnementale à la fabrication des modèles de chez Sorin. J'ai passé mon temps ? Très bien. Merci pour votre attention.